département. Hein, c'est le conseil départemental qui est à l'initiative de la mise en place d'une mesure d'accompagnement social personnalisée. Et c'est un contrat qui est passé entre la personne qui a besoin d'être aidée et le conseil départemental. Mais ça peut permettre également d'éviter la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle quand on veut déjà évaluer la capacité de la personne à gérer. Donc, on va être accompagné sur la gestion de ces prestations sociales. Cette mesure d'accompagnement social, elle est prise pour 1 an, renouvelable une fois. À l'issue de cette mesure, soit la personne, je dirais l'accompagnement qui a été proposé a suffi à l'apprentissage de la gestion des prestations sociales et la mesure va s'arrêter, soit le travailleur social qui accompagne la personne constate que cette personne est toujours en difficulté, qu'elle a besoin d'être accompagnée de façon plus importante et elle va donc solliciter le tribunal pour demander une mesure d'accompagnement judiciaire. On est toujours dans la gestion des prestations sociales, on n'est toujours pas dans la protection de la personne. La personne, dans le cadre de ces 2 mesures, conserve sa capacité juridique à agir et reste responsable des actes qu'elle pose. On est vraiment sur une notion d'accompagnement social. Hein. Mais dans la 2e mesure que j'appelle la MAJ, mesure d'accompagnement judiciaire, cette mesure peut être imposée à la personne si elle n'arrive pas à gérer ses prestations sociales, et ça sur décision du tribunal. Autant la première mesure qu'on appelle la MASP, il y a une notion de contrat entre la personne qui est vulnérable, qui rencontre des difficultés, et le travailleur social, autant dans la MAJ, c'est une mesure qui peut être imposée par le juge. Donc ces différentes mesures, la procuration bancaire, la MASP, la MAJ, sont des mesures qui sont des mesures alternatives à la protection juridique du majeur. Hein, ce sont plus des mesures d'accompagnement ou des mesures de contrôle sur le compte bancaire. Mais la personne conserve sa capacité juridique, quelle que soit cette mesure, et est responsable des actes qu'elle pose. Donc si effectivement cette personne rencontre des difficultés et peut se mettre en danger, ces mesures-là ne vont pas la protéger de la mise en danger qu'elle peut engager. Hein, par exemple, passer un crédit, s'engager à acheter un bien immobilier, vendre un bien ou dilapider son argent, ça ne va pas la protéger. Aucune de ces mesures ne va la protéger de ça. Hein, donc là, il faudra rentrer dans un autre dispositif qui peut être la mesure de protection judiciaire. Voilà un petit peu pour les mesures qu'on va appeler alternatives aux mesures de protection. On évoque ensuite le mandat de protection future, avant toujours d'envisager la tutelle, la curatelle ou la visitation. Donc, qu'est-ce que ce mandat de protection future? Donc, ce mandat de protection future, d'ailleurs, quand vous allez demander, je vais un peu vite là, quand vous allez demander, si vous envisagez de demander une mesure de protection à un moment pour un proche, la question vous est posée dans le dossier, existe-t-il un mandat de protection future? Alors, qu'est-ce que c'est que ce mandat de protection future? C'est un mandat qui permet à une personne de prévoir à l'avance qui sera chargé de la représenter le jour où son état de santé ne lui permettra plus d'agir seul. Ça veut dire que ce mandat, il est offert à tous. Demain, on peut me diagnostiquer une maladie évolutive et je sais qu'à un moment, du fait de cette maladie, je ne serai plus en capacité d'agir seul. De même, je sais que demain, je peux avoir un accident de la vie et ne plus être en capacité d'agir. Je peux donc rédiger un mandat de protection future pour moi-même et choisir qui sera chargé de me protéger, de gérer ma situation administrative, financière, patrimoniale, le jour où je n'aurai plus cette capacité d'agir. Donc je dirais que le mandat de protection future, on pourrait le comparer à un testament de vie. On anticipe son éventuelle vulnérabilité. Voilà ce qu'est un mandat de protection future. Donc tout le monde, aujourd'hui, peut faire un mandat de protection future. Tout le monde a cette possibilité. Donc, toute personne majeure, sauf si elle est déjà sous tutelle, mais même une personne en curatelle peut rédiger un mandat de protection future avec l'assistance de son curateur. De la même façon, il existe ce qu'on appelle un mandat de protection future pour autrui. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est proposé aux parents d'un enfant en situation de handicap. Ce parent ne fait pas l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle, et son enfant non plus.
ce parent exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur ou assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur, il peut rédiger un mandat de protection future pour cet enfant. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on s'occupe au quotidien de son enfant. On sait qu'un jour, on ne sera plus là pour s'occuper de cet enfant vulnérable. Vous pouvez donc rédiger un mandat de protection future pour cet enfant et dire « je choisis telle ou telle personne qui sera chargée de gérer sa situation administrative, financière ou juste… » On choisit exactement ce qu'on veut dans le mandat de protection future. On détermine ce qu'on va confier à la personne. Et on peut choisir quelqu'un de son entourage, soit quelqu'un de sa famille, soit quelqu'un de son réseau amical, soit un professionnel, parce que ça peut aussi être un professionnel qui va exercer ce mandat. On va choisir qui va être chargé de protéger cet enfant le jour où vous ne serez plus là en tant que parent pour vous en occuper au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future pour autrui. Donc ces deux mandats de protection future existent, ils peuvent être rédigés soit notariés, soit sous seing privé. Le mandat de protection future pour soi-même, il peut être rédigé sous seing privé ou de façon notariée. Ce qui n'est pas le cas, je suis allée un peu vite, ce qui n'est pas le cas du mandat de protection future pour autrui. Il est exclusivement notarié, ce mandat de protection future pour autrui. C'est-à-dire, si en tant que parent, vous envisagez de faire un mandat de protection future pour votre enfant, il faudra le faire chez un notaire. Vous ne pourrez pas le faire sous seing privé. Par contre, si vous le faites vous-même, il existe un CERFA type qui est téléchargeable et vous rédigez. C'est une trame qui vous permet de rédiger votre mandat de protection future, de déterminer ce que vous confiez ou non à la personne que vous aurez choisie. Donc c'est très déterminé dans le cadre du formulaire du CERFA qui existe. Par contre, si vous le faites pour vous-même et que vous faites le choix de rédiger ce mandat de protection future sous seing privé, vous ne pourrez confier que des actes qu'on appelle d'administration. C'est uniquement des actes de gestion courante. Sous seing privé, vous ne pouvez pas confier ce qu'on appelle des actes de disposition, c'est-à-dire la gestion du patrimoine immobilier ou financier, enfin la gestion de votre patrimoine immobilier ou financier. Ça n'est pas possible. Donc voilà, ce mandat de protection future, c'est également une alternative à la mesure de protection juridique. Le juge va vérifier si ce mandat de protection future n'a pas été rédigé avant de pouvoir mettre en place éventuellement une mesure de protection pour la personne que vous accompagnez et qui est vulnérable. Donc le juge, quand il reçoit une demande de mesure de protection, il va d'abord vérifier si l'accompagnement que j'ai appelé tout à l'heure mesure alternative, l'accompagnement ponctuel, est insuffisant à protéger la personne et s'il n'a pas été rédigé de mandat de protection future. Et le juge alors aura deux possibilités quand il reçoit un dossier de demande de mesure, soit de mettre en place une habilitation familiale, soit de mettre en place une mesure de protection judiciaire qu'on appelle la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Donc avant de rentrer dans les détails sur ces différentes mesures, je vais vous expliquer la procédure de demande de mesure, les délais, parce qu'ils sont longs, et dans quel contexte on demande cette mesure de protection, que ce soit d'ailleurs une habilitation ou une mesure de protection judiciaire. Donc cette mesure de protection, tout à l'heure, vous voyez l'accompagnement ponctuel, on disait que c'était un accompagnement lié au budget, la personne avait ou non une vulnérabilité. Pour la mesure de protection, et quelle que soit la mesure de protection, il faut que cette personne, la condition première, c'est que cette personne présente une altération. La loi dit une altération des facultés mentales et ou corporelles empêchant l'expression de la volonté. Donc, si la personne n'a pas de vulnérabilité médicalement avérée, il ne peut pas y avoir de mesure de protection. C'est vrai qu'avant la loi de 2007, quelqu'un qui avait un peu de mal à gérer son budget, il pouvait se retrouver sous mesure de protection. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et il faut que cette altération des facultés mentales et ou corporelles soit attestée à partir d'un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin expert auprès du tribunal. Ce n'est pas le médecin traitant de la personne protégée ou le spécialiste qui va suivre la personne vulnérable qui pourra faire ce certificat médical.
Il existe 2 listes de médecins experts sur le département. Il y a une liste qui dépend du tribunal de Saint-Nazaire et une autre qui dépend du tribunal de Nantes. Et il faut choisir l'un de ces médecins pour que l'expertise soit validée par le juge. Donc nous, on peut vous transmettre cette liste. Une fois que vous avez la liste, vous prenez rendez-vous avec ce médecin qui est médecin expert agréé auprès du tribunal. Ce certificat médical, il a un coût, peut parfois freiner la demande de mesure, mais c'est 160 €. C'est-à-dire que cette expertise est de 160 €, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. On est bien sur une expertise judiciaire de type médical. Donc ça n'est pas une consultation médicale. Ça a un coût, effectivement, mais ça ne peut pas, sans cette expertise, le juge ne pourra pas prononcer une mesure de protection. Donc la première démarche à faire, c'est de demander cette expertise auprès d'un des médecins experts agréés par le tribunal. Ensuite, vous avez donc un dossier à remplir et à envoyer au tribunal. À quel moment faut-il envoyer ce dossier et qui peut envoyer ce dossier au tribunal? Donc aujourd'hui, les délais de traitement pour demander une mesure de protection, c'est minimum 8 mois, par exemple, sur Nantes, avant que le juge puisse prononcer une mesure de protection. Aujourd'hui, les délais sont au minimum de 8 mois. Donc, je dirais qu'il faut anticiper la demande de mesure de protection si on sait que la personne n'est pas en capacité de gérer. Là, quand je parle d'anticipation, c'est peut-être plus pour des parents d'enfants en situation de handicap. Ils savent que leur enfant a une vulnérabilité, il a un handicap lourd, il ne pourra pas gérer seul sa situation. Donc, il faut être dans l'anticipation de la demande de mesure de protection. Mais je vais à la fois me contredire, parce que le juge, il peut aussi dire que si la personne n'a pas de ressources, s'il n'y a pas de décision majeure à prendre avant les 20 ans, puisqu'on peut voir que l'allocation adulte handicapé, quand on a un enfant en situation de handicap, est versée à 20 ans. Donc on peut penser que les premières prestations à gérer vont arriver à 20 ans. Il n'est pas toujours nécessaire de demander une mesure de protection avant 20 ans. Ce n'est pas une obligation, la mesure de protection. Donc parfois, le juge peut dire, dans la situation de cette personne, il y a effectivement une vulnérabilité, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Votre enfant est toujours chez vous, vous vous en occupez, il n'y a pas de décision majeure à prendre, il n'y a peut-être pas de nécessité de la protection. Vous allez voir que pendant mon intervention, je vais souvent me contredire, mais sur les faits juridiques, ce sont ceux-ci. Si vous êtes parent d'un enfant qui va avoir 18 ans et qu'au quotidien il est chez vous et que vous ne pensez pas qu'il y a une décision à prendre dans les semaines ou mois qui vont suivre sa majorité, il n'y a peut-être pas de nécessité absolue de demander une mesure de protection à 18 ans. Le problème, quand je vous dis ça, c'est aussi d'anticiper toutes les décisions qui pourraient être éventuellement à prendre à un moment. Et on peut parler, et on rentrera tout à l'heure plus dans les détails, par rapport aux décisions médicales, par rapport à un enfant qui n'a pas la capacité d'exprimer sa volonté. Ça, je vais en parler dans un second temps. Donc, par rapport à la procédure de demande de mesure, il faut savoir qu'aujourd'hui, minimum 8 mois avant qu'une mesure puisse être prononcée. Donc, qui peut demander une mesure de protection? Vous avez ici la liste des personnes qui peuvent demander des mesures de protection au juge du contentieux de la protection. C'est ni plus ni moins que le juge des tutelles, il a changé de nom il n'y a pas longtemps. Il faut donc que toutes ces personnes qui apparaissent ici, donc les ascendants, les descendants, les frères, sœurs, conjoints, enfin, tous les membres de la famille au sens large du terme peuvent saisir directement le juge du contentieux de la protection. Même quelqu'un du réseau amical de la personne vulnérable peut saisir le juge du contentieux de la protection. Par contre, si c'est un professionnel ou un bénévole qui accompagne cette personne vulnérable, ce professionnel ou ce bénévole ne pourra pas saisir directement le juge des tutelles, il devra faire un signalement au procureur de la République. Donc la procédure prendra un peu plus de temps. Il est toujours intéressant, dans la mesure du possible, d'associer la famille à la demande de mesures de protection. Donc, comment faire une demande? Donc, il y a une requête type qui existe, c'est un CERFA, le 15 891-03, qui est à remplir. Donc, nous, en tant que service ISTF, on peut vous aider dans cette démarche. Il y a un certificat médical d'un médecin expert dont j'ai parlé tout à l'heure qui est à joindre. C'est une condition indispensable. Sans certificat médical, le juge
ne pourra pas prononcer une mesure de protection. Et ensuite, il y a des pièces d'état civil à joindre. Donc, de toute façon, quand vous avez le CERFA, vous avez une notice d'explication. Et on vous met aussi, est noté la liste des pièces à joindre à cette demande. Et puis, je rajoute ici que pour l'habilitation, et je vais vous expliquer pourquoi dans un second temps, il faut aussi joindre une attestation des membres de la famille qui acceptent la mesure d'habilitation. Puisque l'habilitation familiale ne peut être prononcée par le juge que s'il y a un consensus familial autour de la demande de mesure. Ce qui n'est pas le cas en tutelle ou en curatelle. Il peut y avoir des désaccords familiaux et la mesure sera imposée à la personne protégée et la gestion pourra être aussi effectuée par un membre de la famille, ce sera choisi par le juge. Alors qu'en habilitation, on va voir pourquoi ensuite, là il faut vraiment qu'il y ait ce consensus familial. Donc que va faire le juge quand il va recevoir ce dossier de demande de mesure? Donc il va vérifier que la demande elle est complète, qu'il a bien tous les éléments et qu'elle est donc justifiée, qu'il y a bien l'altération des capacités qui justifie la nécessité de la protection. Il va examiner si la mesure est nécessaire, c'est-à-dire est-ce que les mesures alternatives que j'ai évoquées tout à l'heure ne suffisent pas à protéger la personne. Et il va auditionner les intéressés. Donc les intéressés, c'est la personne qui a besoin d'être protégée et toute personne, alors la personne qui a fait la demande également, et toute personne qui peut éclairer le juge sur la décision à prendre et sur la situation de la personne vulnérable. Donc cette audition dans la procédure, elle est obligatoire. Si le médecin n'a pas précisé dans son certificat médical que la personne ne pouvait pas être entendue au tribunal, elle le sera obligatoirement, même si elle n'a pas de capacité d'expression de sa volonté. Si elle ne peut pas exprimer des choses, le juge le constatera, mais elle sera entendue au tribunal. Donc c'est important peut-être d'évoquer avec le médecin quand la personne est rencontrée, peut-être de préciser si la personne peut être, parce que les médecins ne le font pas systématiquement, donc peut-être d'évoquer avec lui la nécessité d'audition ou non, pour pas que ça perturbe effectivement, que cette audition perturbe la personne qui va être entendue par le juge et qui a besoin d'être protégée. Et donc le juge va prendre une décision proportionnée aux besoins du majeur à protéger. C'est-à-dire qu'il va adapter la mesure aux besoins du majeur. Il va toujours essayer de mettre la mesure la moins contraignante et de toujours valoriser les capacités de la personne qui a besoin d'être protégée. Donc il adaptera la mesure aux besoins de la personne et à ses capacités. Est-ce qu'il a besoin d'être assisté? Est-ce qu'il a besoin d'être représenté? Ça veut dire assister, est-ce qu'il a encore une capacité d'expression? Est-ce qu'il a une capacité de compréhension? Donc là, on sera plus dans l'assistance si c'est le cas. Si par contre, il n'a plus du tout de capacité, on sera plus dans la notion de représentation. Et puis ensuite, c'est le juge qui va choisir qui exercera cette mesure de protection. C'est le juge qui prend la décision du choix du tuteur, du curateur ou de la personne habilitée. Ce choix, il se fait quand même dans le contexte de la loi, et la loi donne une priorité à la famille pour exercer une mesure de protection. Le juge se doit d'étudier la possibilité de confier la mesure de protection à la famille. En habilitation familiale, de toute façon, c'est comme son nom l'indique, c'est uniquement la famille qui peut exercer une habilitation familiale, et la famille uniquement je dirais de façon restreinte. C'est uniquement les ascendants et les descendants, les frères et sœurs, et les époux et partenaires de Pax, et concubins qui peuvent exercer une habilitation familiale. Si on demande une mesure de protection pour quelqu'un qui n'a pas du tout de famille, pas d'ascendant, pas de descendant, mais qui a que des neveux et nièces ou des oncles et tantes, on sera obligatoirement dans la mesure de protection judiciaire. Mais un neveu, une nièce, un oncle, une tante sera prioritaire pour exercer la mesure de protection. De la même façon, si la personne qui a besoin d'être protégée a de la famille, mais que la famille ne s'entend pas, le juge pourra faire le choix, effectivement, ne pourra pas mettre en place d'habilitation familiale, mais pourra confier la tutelle ou la curatelle à un membre de la famille, même s'il y a une mésentente. Vient en dernier lieu le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est le professionnel qui exerce des mesures de protection, soit dans des services tutélaires, il y en a 5 sur le département, soit à titre individuel, il y a des mandataires indépendants.
Donc effectivement, la mesure n'est confiée à un professionnel que s'il n'y a pas d'autre solution possible. Hein, si la famille est d'accord pour exercer, le juge confiera prioritairement la mesure aux membres de la famille. Il faut savoir également que le juge peut nommer plusieurs personnes pour exercer une mesure de protection. Donc on peut exercer à plusieurs une habilitation. Les deux parents peuvent exercer la cohabilitation de leur enfant. Des frères et sœurs peuvent exercer l'habilitation pour leurs parents. De la même façon, deux frères ou deux sœurs peuvent être tuteurs de leurs parents, même si toute la fratrie n'est pas d'accord avec la mesure. Donc on peut vraiment exercer en co-tutelle, en co-curatelle, en cohabilitation. Donc là, avoir la même mission. On peut également exercer les mesures de protection à plusieurs, mais avoir des missions différentes. C'est-à-dire avoir la protection de la personne confiée à un membre de la famille et la protection des biens confiée à un autre membre. Il y a un membre de la famille qui est plus à l'aise avec la gestion du patrimoine, la gestion des comptes. Par contre, il y a un autre membre de la famille qui est plus présent au quotidien auprès de la personne vulnérable. On peut lui confier la protection de la personne. Donc ça, on peut vraiment avoir plusieurs possibilités pour désigner qui va être chargé de la protection. Un autre exemple, on le voit nous, dans les rencontres qu'on a de parents vieillissants qui accompagnent leur enfant en situation, tuteurs de leur enfant en situation de handicap depuis de nombreuses années. C'est compliqué pour eux de continuer à exercer cette mesure, surtout sur le plan administratif, avec Internet, traiter des choses par Internet, ça devient compliqué. Les parents sont très âgés, mais à la fois, ils ont du mal à se dire je ne vais plus être chargé de la protection de mon enfant que j'accompagne depuis des années. Il y a une possibilité, c'est de confier la protection du patrimoine, la gestion de l'administratif à un professionnel, et puis de conserver la protection de la personne en tant que parent. Donc ça, c'est aussi une possibilité, et ça peut donc du coup se décharger de cette gestion administrative, de toutes ces démarches qui peuvent être complexes pour ce parent, mais d'avoir toujours son mot à dire au niveau de la protection de la personne de cet enfant handicapé qu'ils accompagnent depuis de nombreuses années. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités quand on demande une mesure de protection, quant au choix de la personne nommée. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la procédure de demande de mesure et au contexte de la demande. Je ne sais pas si vous souhaitez que je réponde déjà à des questions avant de rentrer dans le détail, des différentes mesures, ou si je continue mon intervention. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Non, j'entends pas. Je vais arrêter le partage, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Moi, je veux bien que vous puissiez continuer, comme ça me permettra d'avoir une vision globale. D'accord, très bien. C'est bon, vous voyez toujours, là, il n'y a pas de problème, c'est bien partagé mon écran? Bon, je continue. Donc la première mesure qui peut être... Non, c'est pas partagé. Ah, vous voyez rien là? Non, moi je vois rien. Alors attendez, j'ai peut-être fait une manipulation, je vous le dis. Alors, là vous voyez quelque chose? Non, c'est toujours... Oh mince, j'ai dû faire plus de quelque chose en voulant... Alors attendez, je retourne sur le... Je refais partager. Écran complet, je retourne. Oui, écran complet, partager, vous allez me dire si ça. Voilà, je mets mon document. Là, vous le voyez? À nouveau. Oui, c'est bon. Bon, Merci. alors je fais. Donc je vais repasser, je vais avancer pour qu'on arrive à l'habilitation familiale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la première mesure qui va être étudiée par le juge, quand il va recevoir une demande de mesure de protection, c'est de voir s'il peut être mis en place une habilitation familiale. L'habilitation familiale est une mesure assez récente, qui n'existait pas, je crois que ça a été mis en place en 2019, 2016, je ne sais plus. Donc c'est une mesure, 2016, c'est une mesure relativement récente et qui peut être mise en place dans un contexte familial, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a un consensus familial. Donc c'est un mandat qui va être délivré par le juge à un proche de la personne à protéger
Donc la notion de proche, elle est extrêmement restreinte, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, les conjoints, concubins ou partenaires de Pax. Et ce proche, ça va lui permettre d'assister ou de représenter la personne vulnérable pour certains actes de façon générale. Donc le juge, quand il reçoit une demande de mesure de protection, qu'il voit que la personne vulnérable a une famille proche, que la famille proche s'entend bien, eh bien, il va prioritairement mettre en place une habilitation familiale plutôt qu'une tutelle ou une curatelle. Donc cette habilitation familiale, elle peut être spéciale, juste pour un acte. On peut effectivement demander une mesure de protection juste pour un acte précis. Un exemple, vous avez une procuration sur le compte de la personne vulnérable, vous gérez au quotidien, il n'y a pas de difficulté majeure. Il se trouve par contre que cette personne vulnérable va être bénéficiaire d'une succession. Il faut donc que juridiquement, elle puisse être en capacité de signer cet acte de succession. Il se trouve que du fait de sa vulnérabilité ou de son handicap, elle ne soit pas en capacité de signer cet acte et que le notaire estime qu'elle n'a pas la capacité de compréhension de cet acte. Donc vous pouvez demander l'habilitation juste pour la signature de l'acte de succession. Une fois que l'acte de succession est fait, que vous avez signé l'acte notarié, vous retrouvez la gestion, par exemple, de la situation de cette personne vulnérable dans le cadre de la procuration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'habilitation familiale spéciale. Cette habilitation familiale, elle peut être aussi générale sur l'ensemble des actes d'administration et de disposition. Ce qu'on entend par les actes d'administration, ce sont les actes de gestion courante, et de disposition, ce sont les actes qui modifient le patrimoine. Je dirais que l'habilitation familiale générale, elle est calquée sur la curatelle ou sur la tutelle. Pour la personne qui est protégée, c'est le même niveau de protection si on estime qu'elle a besoin d'une assistance qu'une curatelle. Ou si le médecin estimait que la personne avait besoin d'une représentation, l'habilitation familiale générale va être calquée sur la tutelle. La grande différence entre une tutelle, curatelle ou une habilitation, c'est une fois que la personne est nommée, la personne qui est nommée va agir sans avoir besoin d'autorisation du juge. Il n'y aura plus, alors vous avez aussi une liste d'exceptions que je vais vous préciser tout à l'heure, mais une fois que vous êtes habilité, vous agissez au nom de la personne ou en assistance à la personne, sans avoir besoin de demander des autorisations auprès du juge ou alors d'en renvoyer un compte de gestion au tribunal tous les ans. C'est vrai, on va le voir tout à l'heure qu'en tutelle ou en curatelle, on a un contrôle du juge sur l'exercice que l'on fait de la mesure de protection. En habilitation familiale, il n'y a plus de contrôle du juge. Vous agissez, le juge vous a mandaté pour, vous n'êtes plus contrôlé par le juge dans l'exercice de la mesure. C'est pourquoi le juge s'assure qu'il y a un consensus familial autour de cette mesure. Parce que si la famille n'est pas en accord avec le choix de la personne nommée ou même la décision de la protection, c'est inexerçable, quoi. Parce que le juge il va être sollicité régulièrement pour gérer les conflits dans la famille. Donc l'habilitation familiale, c'est le même niveau de protection que la mesure de protection judiciaire pour la personne qui est protégée. C'est pour la personne qui exerce que les choses changent considérablement puisqu'elle n'a plus besoin de demander d'autorisation auprès du juge, sauf, il y a toujours des exceptions, sauf pour les exceptions que je cite ici, ce qu'on appelle les actes de disposition à titre gratuit, c'est-à-dire donner un bien appartenant à la personne protégée. Donc un bien, ça peut être un bien mobilier, un bien immobilier ou même de l'argent. Ça, la personne habilitée n'est pas autorisée à le faire. Il faudra qu'elle sollicite le juge si elle veut faire une donation financière, par exemple. Et tout ce qui concerne également le logement principal ou secondaire de la personne protégée, qu'elle en soit locataire ou propriétaire. Il faudra demander l'autorisation du juge pour disposer de la résidence principale, puisque la loi de 2007 accorde une protection particulière à la résidence principale d'un majeur vulnérable. C'est-à-dire que le juge, il n'est pas là pour remettre en cause le projet de vente d'un bien ou de résiliation d'un bail, il n'est pas là pour remettre en cause le projet de déménagement, mais il doit s'assurer que la personne est toujours un lieu de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut solliciter son accord quand on décide de résilier un bail ou de vendre le logement du majeur protégé. Et puis de même, il y a tout ce qu'on appelle des actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
qu'on entend par acte portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle, c'est, je donne l'exemple, sur le plan médical, par exemple, il y a le médecin, dans le cadre d'un protocole de soins, préconise l'amputation d'un membre. C'est ce qu'on appelle un acte portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle, et là, le juge devra intervenir. Il devra y avoir l'accord du juge pour cet acte. On n'est bien évidemment pas dans une décision d'urgence sur le plan médical. Là, c'est le médecin qui prend la décision et il n'interpelle personne. De la même façon, s'il y a un désaccord entre la personne protégée et la personne habilitée, c'est le juge qui sera sollicité, ou ce qu'on appelle aussi, sur le plan juridique, un acte où on est en opposition d'intérêt avec la personne protégée. Ce qu'on appelle un acte en opposition d'intérêt avec la personne protégée, c'est par exemple, je reviens sur l'exemple de la succession parce qu'elle est assez parlante aussi, vous êtes habilité, vous êtes bénéficiaire d'une succession, mais il se trouve que la personne que vous protégez est aussi bénéficiaire de cette succession également. C'est ce qu'on appelle un acte en opposition d'intérêt sur le plan juridique. Donc là, il faudra aussi solliciter l'accord du juge. Voilà, un petit peu pour les actes, mais tout le reste, en tant qu'habilité, vous avez la possibilité d'agir seul, sans avoir besoin de demander une autorisation du juge. D'agir seul ou d'agir avec la personne avec qui vous êtes habilité. On a vu que vous pouvez être plusieurs à être habilités. Donc voilà la première mesure qui peut être prononcée par le juge des tutelles quand vous faites une demande de mesure de protection pour votre proche. C'est l'habilitation familiale qui va être avant tout être étudiée. Si effectivement cette habilitation familiale n'est pas possible parce qu'il y a des désaccords majeurs dans la famille ou alors il n'y a pas de famille proche, le juge étudiera alors la possibilité, la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle. C'est les trois possibilités, trois mesures qui peuvent être mises en place, mesures de protection judiciaire qui peuvent être mises en place quand le juge reçoit un dossier de demande de mesure de protection. Donc la première mesure, c'est la sauvegarde de justice. La première mesure qui peut être étudiée par le juge, c'est la sauvegarde de justice. Donc la sauvegarde de justice, c'est une mesure qui va concerner des personnes qui présentent une altération provisoire de leurs facultés, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un se retrouve dans le coma après un accident de la circulation, plus personne ne peut agir pour lui, on ne sait pas ce qui va se passer une fois la sortie du coma, on peut demander une sauvegarde pour qu'il soit protégé dans un premier temps. Peut-être qu'une fois qu'il sera sorti du coma, les choses iront mieux, il aura retrouvé sa capacité, la mesure s'arrêtera. Ou par exemple, le juge reçoit une demande de mesure de protection, il voit qu'il y a urgence à agir, mais il ne sait pas encore quelle mesure prononcer. Il va prononcer une sauvegarde de justice en urgence, en attendant éventuellement de prononcer une curatelle ou une tutelle. Donc on est vraiment sur un besoin de protection juridique temporaire ou d'un besoin de protection juridique en urgence. Ça peut être aussi pour juste un acte, comme on a vu tout à l'heure pour l'habilitation familiale, pour un acte spécial. On peut aussi mettre en place une sauvegarde de justice. Par exemple, on gère le compte bancaire de son parent dans le cadre d'une procuration bancaire. Son parent est en EHPAD, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de payer les factures. Par contre, à un moment, il faut vendre la maison pour financer l'EHPAD. Bon, ben là, il y a juste un acte à faire. Une fois que la maison est vendue, l'argent est reversé sur le compte bancaire. Voilà. Donc, on peut demander une sauvegarde de justice, être nommé pour vendre le bien. Une fois que le bien est vendu, retrouver la gestion dans le cadre des procurations. Donc voilà, on est sur une première mesure qui est provisoire. Ensuite vient la mesure de curatelle. Donc là, la mesure de curatelle, c'est une mesure d'assistance. Ça veut dire que le médecin a précisé dans son certificat médical que la personne avait effectivement une altération de ses capacités, mais qu'elle avait encore des compétences à agir et qu'elle avait juste besoin d'être assistée pour faire valoir sa capacité juridique. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la curatelle, la mesure d'assistance. Cette mesure de curatelle, elle peut être simple ou renforcée. Simple, le curateur ne va protéger que le patrimoine de la personne. La personne va conserver la gestion de son compte bancaire et il va faire seul ses démarches administratives. Si on estime que la personne n'est pas en capacité de gérer ses ressources, de payer ses factures, de faire
ces démarches administratives, le juge donnera un pouvoir renforcé au curateur et mettra en place une curatelle renforcée ou aujourd'hui qu'on appelle aménagée. Il aménagera la curatelle en fonction des besoins de la personne vulnérable. Donc voilà, la mesure de curatelle est une mesure d'assistance et l'assistance du curateur est nécessaire pour les actes de disposition en curatelle simple, c'est-à-dire les actes qui modifient le patrimoine. En curatelle ou renforcée ou aménagée, le pouvoir de la curatelle est plus important et le curateur va gérer le compte bancaire et faire les démarches administratives nécessaires aux droits de la personne vulnérable. Enfin vient en dernier lieu la tutelle, qui est une mesure qu'on va appeler de représentation. Donc là, le médecin a estimé que la personne avait une vulnérabilité importante, qu'elle n'avait plus du tout de capacité d'expression de sa volonté ou plus la capacité d'apposer sa signature sur le plan physique. Et donc là, on va être dans une notion de mesure de représentation. Et donc, on va prononcer une tutelle. Et dès qu'on touchera au patrimoine de la personne, il faudra en plus l'accord du juge des tutelles. Donc voilà la différence entre les différentes mesures. On est dans l'assistance en curatelle, on est dans la représentation en tutelle. On est également dans l'assistance en habilitation ou en représentation également en habilitation. Ça peut se calquer sur les mesures de protection judiciaire, la mesure d'habilitation. Toutes ces mesures de protection, elles ont une durée. Pour l'habilitation familiale, le juge peut prononcer 10 ans maximum pour une première mesure. C'est-à-dire que si c'est une première demande que vous faites, le juge peut prononcer 10 ans de mesure d'habilitation. Au renouvellement de la mesure, si la mesure est toujours nécessaire, le juge peut prononcer 20 ans de mesure de protection. De mesure d'habilitation, pardon. En sauvegarde, comme je disais, c'est une mesure temporaire, c'est 1 an renouvelable une fois. En curatelle ou en tutelle, on est en règle générale pour 5 ans de mesure lors de la première demande de mesure de protection. Le juge prononce en règle générale 5 ans. En tutelle, il a la possibilité de mettre 10 ans si vraiment la personne a une altération grave de ses capacités. Cette mesure sera renouvelée ou non à l'issue des 5 ans. C'est-à-dire qu'il faudra 9 mois avant l'échéance de la mesure demander un renouvellement de mesure si c'est nécessaire. Et au renouvellement de la mesure, le juge pourra prononcer jusqu'à 20 ans de mesure de protection. Ce renouvellement de mesure, il est toujours à l'initiative du tuteur ou du curateur. Si rien n'est fait, si le tuteur ou le curateur n'a pas demandé de renouvellement, la mesure de protection s'arrête et vous ne pouvez plus agir en tant que tuteur ou curateur. De la même façon en habilitation familiale. Donc c'est bien à l'initiative du protecteur, je dirais, de demander le renouvellement de mesure. Donc c'est pareil, il y a un CERFA qui existe pour renouveler une mesure de protection. Il faut refaire un certificat médical qui justifie de nouveau la nécessité de la mesure de protection. Voilà un peu toutes ces mesures de protection. Une durée, ça ne veut pas dire qu'à tout moment, la mesure ne peut pas être modifiée par contre. On est bien sur la durée maximum, et il y a le délai maximum, la durée maximum où le juge vous a confié cette mesure. Voilà, il y a une durée à la mesure et à l'issue de cette échéance, il faudra renouveler la mesure. Mais à tout moment, la mesure peut être revue, soit changer de tuteur, soit changer de curateur, soit changer de personne habilitée, soit alléger la mesure, soit renforcer la mesure. Une mesure vit, la personne protégée peut avoir une évolution dans sa situation et la mesure doit s'adapter à l'évolution de la situation de la personne protégée. Lorsque la mesure est prononcée, il y a 15 jours pour faire appel de la décision de mise sous protection. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec le jugement, vous avez 15 jours pour faire appel de la décision. Par contre, il faut savoir que pour une décision de mesure de protection, souvent il est noté dans le jugement n'est pas suspensible d'exécution. Ça veut dire que même si vous faites appel, la mesure s'appliquera. Et c'est quand la cour d'appel aura pris sa décision qu'éventuellement la décision sera revue. Mais en attendant, la mesure s'appliquera puisque le juge a estimé que la personne devait être protégée. Mais comme toute décision de justice, il y a une possibilité d'appel de la décision. Voilà un petit peu pour les durées de mesure. Je vous présente ici un tableau où on a un peu synthétisé
que je viens de dire, hein. Donc, c'est le juge du contentieux de la protection qui prend la décision. S'il y a urgence, c'est une sauvegarde de justice. S'il y a une altération partielle des facultés et que la personne a besoin d'une assistance, eh ben, il y a plusieurs possibilités pour le juge. C'est soit une habilitation familiale, soit une curatelle simple, soit une curatelle renforcée. Si la personne présente une altération complète de ses facultés, le juge estime que la personne a besoin d'une représentation. Il pourra mettre alors une habilitation familiale générale ou une tutelle. Et le choix entre l'habilitation familiale ou la tutelle ou la curatelle se fait en fonction du contexte familial et du consensus familial par rapport à la mesure de protection. Donc, je vais rentrer un petit peu plus, je ne sais pas au niveau du temps si il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite sur ce slide-là parce qu'effectivement, on est plus sur l'aspect technique. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est tuteur ou curateur lorsqu'on est désigné? Eh bien, il faut déjà informer tous les tiers que vous êtes désormais nommés et que vous êtes l'interlocuteur des professionnels qui gravitent autour de la personne vulnérable. Vous avez par ce jugement le pouvoir d'agir en assistance de la personne si vous êtes curatelle ou en représentation de la personne si vous êtes tuteur ou même habilité. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de prévenir les organismes, prévenir la banque et établir une comptabilité. Même si elle ne vous est pas demandée en habilitation, il faut quand même tenir une comptabilité des comptes ouverts au nom du majeur protégé. C'est-à-dire qu'une fois que si vous êtes parent et que vous êtes tuteur, curateur ou habilité, l'argent qui est perçu par votre enfant doit arriver sur un compte ouvert à son nom. C'est plus vous, parents, qui touchez les revenus de vos enfants. C'est bien c'est bien versé sur un compte ouvert au nom de la personne protégée et la comptabilité qui est rendue à partir du compte du majeur protégé. Voilà, dans les grandes lignes, les obligations, mais c'est plus complexe que ça, mais voilà, au début de la mesure, ce qu'il faut faire. Prévenir les tiers de votre nomination, tenir une comptabilité, veiller à ce que les droits du majeur protégé soient bien ouverts. Et veiller aussi à ce qu'il ait bien une responsabilité civile. C'est une obligation du tuteur ou curateur de vérifier que le majeur protégé ait bien une responsabilité civile. Ce que je voulais développer également, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir des missions différentes quand on est tuteur-curateur ou même quand on est habilité. On peut avoir une mission de protection de la personne ou une mission de protection des biens. Parce que les mesures de protection, elles se divisent en deux. Quand on parle de mesures de protection, il y a une protection relative à la personne et une protection relative aux biens. Ce qu'on appelle obligation relative à la personne, c'est les obligations relatives, par exemple, au domaine médical. C'est vrai que quand on parle de protection sur le plan médical, on parle de protection de la personne. La personne protégée, on a vu que du fait de sa vulnérabilité, elle n'avait pas la capacité de faire valoir ses droits juridiques. Donc, elle a besoin d'être assistée ou représentée. Mais elle conserve les mêmes droits et libertés individuelles que n'importe quelle personne, qu'elle soit sous mesure de protection ou non. C'est-à-dire qu'elle choisit son lieu de vie, elle choisit ses fréquentations. Par contre, vous, en tant que protecteur, vous avez pour objectif, pour mission, d'informer la personne protégée de façon adaptée et de rechercher son consentement par rapport aux décisions qu'il va avoir à prendre sur son lieu de vie, sur ses fréquentations. La personne protégée choisit son lieu de vie et ses fréquentations. Vous, en tant que tuteur, curateur ou personne habilitée à la personne, vous devez rechercher son consentement et lui donner l'information nécessaire pour qu'elle puisse prendre sa décision de façon la plus adaptée. Voilà ce que dit la loi. Bien évidemment, si la personne est en capacité de donner un avis éclairé sur sa situation. Mais la loi dit bien également que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne. C'est-à-dire que dans le domaine médical, c'est la personne protégée qui prend seule ses décisions. Le tuteur, le curateur, l'habilité n'est là que pour valider la décision de la personne protégée. Donc ça, il faut bien avoir en tête que lorsque l'on devient parent ou lorsqu'on est tuteur ou curateur de son enfant, on ne prend plus seul les décisions relatives à sa santé.
Le médecin va normalement interroger la personne vulnérable. S'il estime qu'elle n'est pas en capacité de donner son avis, c'est le tuteur et le curateur qui va le donner. Et s'ils estiment que la personne a quand même une capacité de donner son avis, c'est la personne protégée qui prendra la décision relative aux décisions médicales. Je parle bien de décisions médicales qui ne sont pas prononcées en cas d'urgence. La personne n'intervient, il n'y a que le médecin qui prend la décision. Donc les obligations relatives à la personne concernent la protection médicale et la protection par rapport à ses libertés individuelles, à ses fréquentations, à son choix de vie, à son choix de départ en vacances, enfin, voilà, tout ce qui concerne la vie de la personne protégée. Donc ça, c'est la personne protégée qui prend ses décisions. Le curateur est là pour l'assister ou le tuteur est là pour le représenter, mais en tenant toujours compte de son accord ou de son avis. Et d'ailleurs, par rapport à la protection de la personne, en cas de désaccord entre le protecteur et la personne protégée, il faudra solliciter le juge en cas de désaccord. Je citais aussi, il y a une liste d'actes où personne ne peut intervenir à la place du majeur protégé, quelle que soit la mesure de protection prononcée. Personne ne peut intervenir à la place de la personne protégée. Je vais vous citer ces actes. C'est la déclaration de naissance d'un enfant, la reconnaissance d'un enfant, les actes d'autorité parentale. Quelqu'un qui est sous mesure de protection conserve son autorité parentale. La déclaration du choix de changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Ah ouais, il y a ces 5 actes-là. Personne ne peut intervenir à la place du majeur protégé. Donc, soit le majeur protégé est en capacité de donner un accord ou un refus, soit ces actes-là ne pourront pas être effectués. On est bien sur des actes à caractère strictement personnel. C'est réaffirmé dans la loi de 2007. Ensuite, vous avez les obligations relatives aux biens. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc les actes relatifs aux biens pour un tuteur ou curateur, c'est le compte-rendu de gestion annuel qu'il a à rendre au juge des tutelles, qu'il n'a pas en habilitation. En habilitation, les actes de gestion, vous les faites, vous n'avez pas de compte-rendu de gestion à rendre tous les ans auprès du juge. De la même façon, par rapport aux actes relatifs aux biens, quand on est en curatelle, si on a besoin de toucher au patrimoine du majeur protégé, il faut la signature de la personne protégée et la signature du curateur. Et si on est en tutelle, dès qu'on touche au patrimoine de la personne protégée, il faut l'accord du juge en plus. Et puis, il faut toujours veiller à conserver le mobilier et les objets à caractère personnel du majeur protégé. Ça, c'est par rapport à la résidence principale. Tout à l'heure, je vous disais que quand il faut toujours demander l'autorisation du juge pour résilier le bail ou vendre la résidence principale d'un majeur protégé. Il en est de même par rapport au mobilier détenu dans cette résidence principale. On ne peut pas s'en séparer sans l'accord du juge. Et puis, il y a des actes que j'aurais précisés ici, mais j'ai déjà cité, où il faut l'autorisation du juge. Donc, pour certains actes, modifions les comptes bancaires. Et puis, pour résilier le bail ou la vente de la résidence principale. Ça, ce sont les actes qu'on appelle les obligations relatives aux biens. Ici, j'ai mis un petit tableau qui peut permettre de synthétiser un petit peu ce que j'ai dit par rapport à la protection des biens et la protection de la personne et des obligations de chacun en fonction de sa mission de curateur simple, curateur renforcé ou tuteur. Donc, le règlement des factures en curatelle simple, c'est le majeur qui règle ses factures. En curatelle renforcée, c'est le curateur. En tutelle, c'est le tuteur. La gestion du livret d'épargne, si on est curateur simple, c'est le curateur avec le majeur. En curatelle renforcée, c'est le curateur avec le majeur. En tutelle, c'est le tuteur avec l'autorisation du juge. On donne également l'exemple du mariage, pardon, c'est un peu fatigué. Le mariage, en curatelle simple, le majeur décide de se marier, il n'a pas besoin d'en référer à son curateur. Par contre, si c'est une curatelle renforcée, il informe le curateur de ce projet de mariage. Le curateur n'a pas d'accord ou de désaccord à donner. Il doit juste stipuler auprès de la mairie qu'il est bien informé de ce projet. Si la mairie n'a pas l'information que la personne sous curatelle a donnée
à informer son curateur de ce projet de mariage, le mariage ne pourra pas avoir lieu. Il faut juste que le curateur soit bien informé. Si effectivement, par contre, le curateur a des doutes sur le caractère du mariage, ben, il interpellera le juge pour qu'il puisse se prononcer. Mais le curateur ne peut pas s'opposer au mariage du majeur protégé. Il en est de même pour le tuteur. Il est juste informé du projet de mariage. Si par contre il pense que ça met en danger la personne protégée, il en informe le juge qui se positionnera. Voilà un petit peu 3 exemples où vous voyez que selon la curatelle simple, la curatelle renforcée ou la tutelle, à quel niveau le curateur intervient ou le tuteur intervient et où le majeur intervient également. À la fin de la mesure de protection, ben, cette mesure elle prend fin si l'état de santé du majeur protégé s'améliore, c'est-à-dire qu'en cours de mesure, si la personne a retrouvé une capacité à agir, on le voit par exemple pour des personnes qui sont atteintes d'une maladie psychique, il peut y avoir heureusement la situation s'est améliorée et la mesure n'a plus lieu d'être, il refait faire un certificat médical et la mesure de protection est levée, ou alors à l'échéance de la mesure n'est pas renouvelée, parce que la personne a retrouvé sa capacité, ou alors parce que personne n'a renouvelé la mesure et la mesure s'est arrêtée. De la même façon, au décès du majeur protégé, il n'y a plus de mesure de protection. Vous n'agissez plus en qualité de tuteur ou curateur au moment du décès du majeur. Vous allez agir en tant que membre de la famille pour organiser les obsèques du majeur ou gérer la succession du majeur, mais plus en qualité de tuteur, curateur ou habilité. La mesure aura pris fin à la date du décès du majeur protégé. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les différentes mesures. Je vais essayer maintenant de répondre à vos questions. Voilà. Je vais donc arrêter le partage. Et revenir. Hop. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dalibert. Vous avez à disposition le chat juste à côté. Donc, ceux qui veulent y accéder, donc c'est donc la conversation sur ce webinaire. Vous pouvez y poser vos questions si vous en avez. Mais étant donné que nous sommes un petit nombre, vous pouvez aussi les poser directement. Et on tâchera, enfin, Madame Dalibert tâchera de répondre, même si bien évidemment, ce n'est pas le lieu pour étudier une situation personnelle. C'est une question plutôt d'ordre juridique ou une information qui peut concerner tout le monde. N'hésitez pas à la poser. Alors moi j'ai une question pour le coup assez concrète à laquelle j'ai été confrontée et du coup j'ai pas réussi à trouver réponse. D'accord. Donc j'ai fait appel à une personne tiers pour intervenir à domicile que j'ai payé en CESU. Oui. Et que j'ai payé avec mon compte CESU. Ma question, c'est du coup, comme ça concernait mon fils, est-ce que je dois lui créer un compte CESU? C'est-à-dire que c'est lui l'employeur? Ouais, c'est lui l'employeur. Donc, si vous êtes tutrice de votre fils ou habilitée, vous avez quelle mission aujourd'hui par rapport à votre fils? Oui, j'ai une habilitation familiale. Ouais, donc vous pouvez, en tant qu'habilité, créer un compte CESU au nom de votre fils, puisque c'est lui l'employeur. D'accord, ok. Ouais. Vous le représentez. Oui, on peut ou on doit? Ben, normalement, je dirais qu'on doit. Alors, ça veut pas. Oui, parce que là, du coup, mais je dirais que la difficulté, c'est que là, c'est vous qui êtes l'employeur de cette personne au domicile, en fin de compte. Et peut-être qu'il y a des aides. Ça bloque pas au niveau de certaines aides, parce que du coup, normalement. Mais si, justement, c'était ma question, parce que comme il a la PCH, maintenant, c'est lui qui touche la PCH. Donc, si je veux activer, passer des heures en direct, moi, je suis aidant familial. Donc, effectivement, du coup, c'est lui maintenant, concernant la PCH, c'est viré sur son compte. Et du coup, je fais un virement de son compte vers mon compte pour que je touche la PCH en tant qu'aidant familial. Oui, alors ça c'est normal. Alors oui, en tant qu'aidant familial, vous touchez la PCH, c'est tout à fait légitime. Mais par contre, l'aide à domicile qui vient, elle doit être rémunérée par votre fils.
C'est ça. Donc du coup, oui, donc du coup, ça veut dire que les heures, là aujourd'hui, elles sont toutes en aidant familial. Si je veux en basculer, par exemple, dans le mois Hum, en emploi direct, ouais. Oui. du Eh coup, ben, effectivement, il faut que vous rémunérez l'intervenante à partir de la vous ne Mhm. pourrez pas vous verser la totalité de la PCH du coup. Oui, c'est ça. Oui, vous garderez vous laisserez sur le compte de votre fils la part qui doit être versée à l'intervenant, hein, pour le rémunérer l'intervenant si vous voulez. Ah oui, c'est ça. Donc c'est Ouais. lui qui va payer. Oh, punaise, Son intervenant. c'est de la gymnastique hein, quand même. Ouais. Ou alors, si effectivement, ou alors vous êtes enfin oui, c'est toute la difficulté, mais normalement, si vous voulez la PCH, elle vous est versée pour vous aidantes ou pour employer des personnes qui vont aider votre fils. Donc normalement, c'est lui Bah, qui est l'employeur. la PCH, elle est versée à mon fils. Elle ne m'est pas versée. Elle ne Oui, mais m'est alors plus versée. mais comme vous êtes son aidante familiale, vous avez le droit de vous la reverser. Parce qu'il y a des familles où il n'y a Voilà, pas c'est ça. d'intervenant extérieur. Mais là, il y a un double, enfin, il y a vous qui êtes aidante, plus un intervenant extérieur. Donc, c'est-à-dire que Ouais, dans la somme qui vous est versée, c'est peut-être à revoir avec la MDPH, que je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous renseigner. non, Mais mais si, c'est logique. C'est ouais. logique. Donc, en tant qu'habilité, vous créez un compte SUSU pour votre fils. Ça, vous pouvez le faire. Si on se prend que sur l'habilitation, vous pouvez le faire. D'accord. Ouais. Tout à fait possible. Merci beaucoup. Nous avons une question pour dire est-ce que le support qui a été projeté sera disponible? Oui, bien sûr, sur le site des plateformes respectives, que ce soit celui de Contaction ou en l'occurrence de la page, bien évidemment, vous pourrez retrouver de Respirédent, pardon, vous pourrez en effet retrouver ce support. Il y a une question aussi, c'est-il possible d'être habilité familial pour 2 enfants? Oui. On n'a pas, dans le fait d'être habilité ou même d'être tuteur, on peut être plusieurs fois tuteur, on peut être plusieurs fois curateur. Il n'y a pas, la loi ne fixe pas de limite à cette mission. Si effectivement vous avez 2 enfants qui ont besoin d'être protégés en tant que parent, vous pouvez être nommé pour 2 enfants, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite en fin de compte à la gestion d'une mesure de protection pour un membre de sa famille. Il y a une question, Madame Dalibert, en disant est-ce que vous pouvez joindre au document la liste des médecins experts? Oui, je peux vous renvoyer la liste des médecins experts, il n'y a pas de problème. Je vous le renverrai du coup pour que vous puissiez la mettre à disposition, il n'y a pas de problème. Super. Il y a 2 listes de médecins experts. C'est vrai que je n'ai pas précisé peut-être ça dans mon intervention. Il y a Nantes et Saint-Nazaire, en fin de compte, et j'aurais dû vous le préciser, quand on fait une demande de mesure de protection, on tient compte du lieu d'habitation de la personne qui a besoin d'être protégée. Donc selon où habite la personne qui a besoin d'être protégée, on envoie le dossier à Saint-Nazaire ou à Nantes. C'est pas le lieu de la personne, le lieu d'habitation de la personne qui fait la demande. C'est le lieu d'habitation de la personne qui a besoin d'être protégée. Donc là, je vous enverrai les 2 listes, celle de Saint-Nazaire et de Nantes, et en fonction, sachant que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire appel à un médecin expert de Saint-Nazaire et demander une mesure à Nantes. Hein, ça bloque pas ça, par contre. D'autres questions? Oui, j'accompagne un jeune qui vient d'avoir 20 ans, pour lequel on envisage de faire une demande donc avec les différents partenaires en fait qui accompagnent le jeune. Nous on est juste en service de suite et en fait on envisage de faire une demande de protection judiciaire. Donc je sais pas encore à quel niveau, c'est juste qui évaluera. Mais en fait, on se posait la question parce que le jour où il ira rencontrer le médecin expert, quels sont les éléments que le médecin a avec lui avant la rencontre? Alors, il n'a pas d'obligation d'avoir d'éléments avant la rencontre. D'accord. Et on se posait la question, est-ce que, par exemple, la psychologue qui connaît bien ce jeune et qui a une bonne connaissance de la problématique depuis plusieurs années, peut faire un écrit qui sera transmis à ce médecin. Alors elle peut, mais voilà, elle peut, si elle le souhaite, contacter son confrère et lui dire voilà, j'ai des éléments complémentaires à vous amener. Ça peut être intéressant pour mais ce n'est pas une obligation en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de suivi et c'est juste l'entretien avec la personne vulnérable qui va déterminer le degré de protection nécessaire. Donc soit effectivement la psychologue pense qu'il est important que le médecin ait connaissance voilà, du contexte de la demande. Et donc le psychologue peut effectivement envoyer un courrier à son confrère
pour qu'il ait des éléments complémentaires. D'accord. Et par exemple, si c'est un jeune qui a des troubles du langage, il faut peut-être le préciser aussi, parce que moi j'ai déjà participé à une audience avec un juge qui s'adressait de façon tout à fait classique à un jeune qui avait des troubles du langage. Moi je voyais même que le jeune ne comprenait pas, il répondait oui à tout, mais sans qu'il y ait vraiment de compréhension, quoi. Ouais. Ben oui, non, mais ça c'est sûr. Donc le médecin peut, de toute façon, le médecin qui va rencontrer la personne, le médecin va noter ce que la personne arrive à faire seule, ce qu'elle n'arrive pas à faire seule, ce qu'elle comprend, ce qu'elle ne comprend pas. Ça c'est ça. Il n'est pas là, le médecin expert, pour poser un diagnostic sur la pathologie de la personne. Il est juste là pour évaluer ses facultés à faire ou à ne pas faire. Et donc du coup, c'est ce qui va être mis dans le certificat médical. Donc le juge, il aura accès à ça normalement lors de l'audition. Après, les auditions, elles sont tellement rapides. Parfois que le juge, il peut y avoir parfois un peu d'incompréhension, mais le juge va voir que la personne ne comprend pas et il va se contenter des réponses de cette personne. On n'est pas sûr. Le juge, il n'est pas là pour faire une évaluation, lui, quand il rencontre la personne lors de l'audition. Oui, donc plus il a d'éléments, mieux c'est, quoi. Oui, exactement. Sur le plan de la vulnérabilité, pour adapter au mieux sa décision aux besoins de la personne. Ok, merci. Madame Gros, vous souhaitez intervenir? Oui, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, madame. Bonjour. Oui, j'ai juste une question par rapport à vous avez parlé au niveau de la mesure de protection, en disant que du coup, parfois si on fait la demande trop tôt, c'est-à-dire à 18 ans, ce n'est pas forcément accepté. Qu'est-ce qui justifie, puisque du coup, à partir de 18 ans, vous avez, enfin notamment c'était sur la partie médicale en fait, parce que j'ai bien compris qu'il y avait la partie procuration au niveau bancaire et puis il y a la PCH, mais par contre au niveau médical, du coup, normalement, à partir de 18 ans, on n'a plus accès au dossier médical, ni rien. Et donc, s'il y a des suivis et des choses à faire, est-ce que du coup, il vaut mieux faire la demande, sachant qu'on ne sait pas forcément, je ne vais pas pouvoir anticiper à chaque fois quel besoin médical ou quelle intervention il pourrait y avoir hypothétiquement. Du coup, à quel moment, en fait, il vaut mieux faire le dossier? Est-ce qu'on tente quand même à 18 ans? Je pense que oui, si effectivement vous évaluez que votre enfant ne sera pas en capacité de donner un avis, un accord sur le plan médical, s'il y a des soins, donc du coup il faut le préciser dans votre demande, qu'effectivement aujourd'hui, bon, au quotidien vous vous occupez de votre enfant, qu'il n'y a pas de, mais que par contre il peut y avoir dans un protocole de soins à venir des décisions à prendre que votre enfant ne peut pas prendre. D'accord, oui, c'est le cas, enfin voilà, aujourd'hui, elle est plus jeune, mais voilà, j'ai des suivis orthopédiques réguliers. C'est un élément qui peut nécessiter la mise en place d'une mesure de protection, même s'il n'y a pas de ressources, même si vous êtes au quotidien auprès de votre enfant. Ça peut être... D'accord. Et pareil pour le fait de remplir le dossier, parce que du coup, le dossier MDPH, c'est 20 ans, mais du coup, typiquement, la demande pour, puisqu'à aujourd'hui, elle est en IUM. L'idée, c'est que du coup, pour sa demande, c'est pareil, il faut aussi que la protection, enfin, si ça va au-delà de ses 20 ans, si elle est toujours en IUM mais qu'elle n'a pas de place pour la suite, du coup, il faut la protection. Vraiment, en fait. Oui, parce qu'il y aura certainement des décisions à prendre si elle ne reste pas dans le même établissement. Enfin, c'est ça, vous me dites. Oui, c'est ça, parce que du coup, à 20 ans, elle aura plus, elle est plus censée rester. Ben voilà, et donc il y aura des contrats. Ça, c'est aussi des éléments que vous pouvez mettre. Vous verrez que dans le dossier, il y a quelles raisons concrètes vous amènent à demander une mesure de protection. Donc, on a vu que la justification de la mesure est liée à la vulnérabilité, mais les raisons concrètes, c'est une corrélation des deux en fin de compte. Et les raisons concrètes, ben, c'est effectivement que dans le domaine du soin, il y aura des décisions à prendre, et puis qu'à un moment, ben, elle va quitter le lieu, l'établissement où elle réside, et qu'il y aura aussi peut-être des contrats à signer, des choses comme ça, et qu'il faudra bien que quelqu'un la représente pour faire ces nouveaux contrats. Okay, souvent, ce que je dis, c'est le changement de vie de la personne vulnérable, soit la prise d'autonomie quand il y a de l'autonomie qui peut être prise, ou quand il y a des changements de vie qui vont arriver à un moment, parce qu'il y a plus de prise en charge dans le lieu où la personne est accueillie. Et ça justifie de la mesure de protection, puisqu'il y aura des décisions à prendre que la personne ne peut pas prendre seule. D'accord, merci. Ouais. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Merci
beaucoup alors à tous. Ah, peut-être, je vois Amélie, un début de message, donc j'arrive. Je ne sais pas s'il y a une question. Voilà. Ah voilà, la question. Doit-on attendre les 18 ans pour faire la demande ou peut-on la faire dès 17 ans, je crois que Alors, je me contredis à chaque fois quand je donne une réponse sur ce sujet parce qu'effectivement, on est bien sur la protection juridique d'un majeur. Donc, normalement, un dossier ne peut pas être déposé avant 18 ans. Sauf que, concrètement, le dossier, quand vous allez le déposer, il va se passer du temps avant qu'il arrive sur le bureau du juge. Donc, je dirais qu'au moins 3 mois avant les 18 ans, vous pouvez entamer la demande. Avant, enfin, si le dossier était traité immédiatement, je vous aurais dit non, vous ne faites pas la demande avant 18 ans, parce que le juge va vous dire, je ne peux pas statuer, la personne est mineure. Sauf que là, quand vous allez faire la demande, on sait qu'il y a un délai de traitement, le temps que le juge étudie le dossier, votre enfant sera majeur. Donc, je dirais qu'il faut le faire un peu avant. Ouais. Par contre, c'est un autre sujet, mais qui peut être en lien avec ce que vous avez évoqué pour les prestations d'allocation adulte handicapé. Ce qui est le compte bancaire, c'est plutôt bien de le faire avant les 18 ans, puisqu'il est ouvert et que c'est moins compliqué après d'y avoir accès. Je ne sais pas si vous pouvez compléter un petit peu cette information-là. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, je parlais des procurations bancaires. C'est vrai qu'en tant que parent, on a souvent, tant qu'ils sont mineurs, nos enfants, on a un regard sur le compte, ça ne pose pas de problème. Il faut savoir. Alors, il y a des banques qui vont, parce qu'ils vous connaissent, ils vont vous laisser continuer à accéder au compte de votre enfant majeur sans avoir besoin de vous autoriser une procuration, même si votre enfant n'est pas vraiment en capacité de vous donner une procuration. Et c'est là la difficulté qui peut se poser, parce que normalement, il faut que votre enfant, quand il a 18 ans, il vous donne une procuration sur les comptes pour pouvoir avoir accès au compte et protéger le compte de votre enfant. S'il a 18 ans, il n'y a que lui qui peut accéder à son compte. Alors, vous ne pouvez plus, en tant que parent, accéder au compte bancaire de votre enfant une fois qu'il a 18 ans. Et donc, c'est important de pouvoir mettre en place la procuration, l'accompagner à la banque afin qu'il vous donne une procuration s'il est en capacité de le faire et que la banque accepte la procuration. Parce que, effectivement, l'accès que vous avez au compte avant 18 ans, vous ne l'avez plus après 18 ans. C'est vrai que souvent, les comptes sont associés à nos propres comptes, on a un accès Internet. Normalement, les comptes qui sont dissociés de votre compte à vous une fois que l'enfant a 18 ans. Alors, je sais que les banques maintiennent cette association, ils peuvent le faire, mais si la banque respecte la procédure, ils n'ont pas le droit normalement, sans l'accord de votre enfant. Je ne sais pas si ça répond à l'interrogation que vous aviez. Et la question. Ouais. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir en tête, et parfois ça peut être compliqué, c'est de dire qu'à 18 ans, votre enfant acquiert une capacité juridique et il n'y a que lui qui peut agir pour lui-même. Vous n'avez plus le pouvoir d'agir en son nom. Sur le plan juridique, je ne dis pas qu'au quotidien, vous n'agissez pas en son nom, mais sur le plan juridique, il n'y a que lui qui peut agir. Donc, si rien n'est fait, il y a des situations de blocage qui peuvent se présenter. Moi, j'avais juste une petite remarque là, par rapport au compte bancaire. Certains établissements bancaires, ils ont un service de majeur protégé dans certaines banques. Voilà, c'était juste une remarque. Et sinon, j'avais une autre question par rapport justement à la durée effectivement de la mise en place. C'est à peu près 8 mois. Mais du coup, le certificat médical, il est valable combien de temps ? Alors, normalement, dans les textes, c'est moins de 3 mois. Mais comme aujourd'hui, les délais sont tellement longs qu'ils ne vont pas tenir compte, voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est de faire un certificat médical 6 mois avant d'avoir envoyé votre demande. Respecter le délai de 3 mois minimum. Après, c'est le tribunal. Une fois qu'il a reçu le dossier avec le certificat médical, c'est de sa responsabilité de ne pas traiter immédiatement. Donc, normalement, même s'il traite 6 mois après votre demande et que le certificat médical à 12 mois, mais c'est de la responsabilité du tribunal. Je dirais qu'il ne faut pas le faire. Ne le faites pas 3 mois plus de 3 mois avant d'envoyer votre dossier, par contre. Non, mais je pose la question parce que si là, au sein de l'association, on voudrait faire un espèce de mémo pour les parents avec comme un rétro-planning, si je puis dire,
si on voulait notifier, voilà, à partir de quand il faut par exemple pour un compte bancaire, faire le certificat médical compte tenu des délais. Est-ce qu'on peut dire que vers les 17 ans et demi, ils peuvent entamer... Il faut commencer à réfléchir à tout ça, oui. Parce que du coup, quand il est mineur, votre enfant, vous pouvez ouvrir un compte pour lui. Donc ça, vous faites la démarche. Vous avez l'autorité parentale, vous ouvrez un compte pour lui. La seule difficulté qui peut se poser, c'est l'accès au compte après. Donc à voir avec la banque comment les choses peuvent être calées. La démarche de certificat médical, si vous vous dites je vais de toute façon faire dès 18 ans une demande de mesure ou 3 mois avant 18, donc faites le certificat médical et envoyez tout de suite le dossier au tribunal. Oui, il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire corréler. Mais normalement, le certificat médical, c'est 3 mois. La valeur. Mais c'est 3 mois à Donc si on dit 17 ans et demi, est-ce que ça paraît... Non, ça paraît pas. Au regard des délais de traitement, c'est... Alors, faudrait pas que vous ayez, entre guillemets, je vais être complètement dans le paradoxe de ce que je vous dis. En imaginant que les délais de traitement du tribunal soient beaucoup plus rapides, si jamais le dossier est saisi par contre par le juge avant 18 ans, il va vous le renvoyer. C'est toujours là, on joue toujours parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est long de toute façon. Donc moi je dis 6 mois avant, ça me semble adapté. Voilà. Les délais de traitement du tribunal. Il ne faudrait pas qu'il y ait un juge qui puisse traiter très rapidement. Vous voyez, sur Saint-Nazaire, à un moment, il traitait en 3-4 mois. Donc sur Saint-Nazaire, je vous aurais dit, n'envoyez pas 6 mois avant, parce qu'autrement, ils vont ouvrir votre dossier et votre enfant sera encore mineur et ils ne vont pas le traiter. Donc c'est toujours assez aléatoire, ces délais. C'est pour ça que effectivement on pourrait dire 6 mois. Si je vous disais, si vous faites votre dossier dans le mois à venir, oui, c'est 6 mois. Parce qu'on sait que le dossier ne sera pas étudié avant 8 mois. Donc, et c'est toute la difficulté. Donc, pour ce dernière question, Madame Bouchard. Oui. Une question sur les pièces d'identité, mais on reviendra, je pense, dessus dans le deuxième webinaire. Pour les pièces d'identité, faut-il les faire avant 18 ans, avant la mise en place de la mesure de protection? C'est-à-dire qu'une fois, si vous ne le faites pas avant 18 ans, vous ne pourrez plus le faire à la place de votre enfant à 18 ans. Donc, mieux vaut mettre à jour la pièce d'identité si elle ne l'est pas juste avant 18 ans, parce que si vous voulez, en tant que parent, vous allez pouvoir signer pour votre enfant sur la carte d'identité s'il ne peut pas le faire. Vous ne pourrez plus le faire quand il aura 18 ans. Donc, il faut le faire avant 18 ans. Dernière question, en tant que professionnel, peut-on interpeller le juge pour une situation qui nous inquiète, alors même qu'une mesure de protection a déjà été demandée par la famille? Oui. Alors, si la mesure de... Ça va dépendre, il y a deux choses. Soit la mesure de protection est prononcée et vous constatez que la famille n'exerce pas bien la mesure de protection ou c'est compliqué, là, vous pouvez interpeller directement le juge. Par contre, si vous savez que la famille a fait une demande de mesure et que la mesure n'est pas encore prononcée, là, vous devez signaler la situation au procureur de la République. Parfait. Ouais. Madame Flo? Oui, moi j'avais deux questions. Les délais pour avoir un rendez-vous avec les médecins experts? Alors ça c'est pareil, ça va dépendre des médecins. Mais je sais que c'est assez long actuellement aussi. Ça, je ne peux pas vous répondre. Chaque médecin a des délais différents dans un contexte. On n'a pas de lien direct avec les médecins. Je ne peux pas vous dire. Non. Ça, je ne pourrais pas vous donner de délai. C'est aussi à prendre en compte. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la dernière question, c'était à la fin, vous terminez par rapport à la question du mariage. Oui. Et comment la mairie est informée en fait qu'un jeune ou qu'un adulte en fait sous mesure de protection? Quand vous vous mariez, vous devez fournir un extrait d'acte de naissance. Et sur l'extrait d'acte de naissance, il y a une mention marginale de prise. Et donc la mairie doit vérifier quelle est cette mention marginale et il va vérifier et il verra que c'est une mesure de protection qui est prononcée. D'accord. La seule difficulté, c'est que souvent, c'est pareil, ces mentions marginales, elles peuvent mettre un peu de temps avant d'être signifiées sur l'extrait d'acte de naissance. C'est là où il peut y avoir un loupé. Mais normalement, c'est pris et donc quand il reçoit l'extrait d'acte de naissance, il doit vérifier à quoi correspond cette mention marginale. Si ça correspond à une mesure de protection, ils doivent avoir une attestation du tuteur ou du curateur comme quoi il est au courant de ce projet de mariage. D'accord, merci. Un très grand merci, Mme Dalibert, d'avoir partagé votre temps. D'accord. C'est très clair. Bon.
Eh bien, écoutez, Merci. n'hésitez pas. Et je vous envoie donc la liste des médecins experts. Je dois avoir l'adresse mail d'Élodie Pilot. Je vous lui fais suivre la liste. Super. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée Merci à vous. beaucoup. Au revoir. Et merci à Constellation à la page aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Elodie. Elle est là. Figé, mais t'es là. Ah non, t'es plus figé. Non. Ça va? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé, Anne? En tout cas, je l'ai trouvé très clair. Elle a bien tenu compte de ce que tu lui avais fait remonter. C'est super. C'est quand même une belle présentation.